Oui, bonjour tout le monde. Alors, on va compléter notre thème 4 aujourd'hui, non sans avoir pensé à cocher notre thème 3 qu'on a fait précédemment. Donc, comme je disais, on a deux sous-sections, mais je rajoute à ça, en fait, à la 16.1 que vous aviez dans vos notes de cours, nos résumés de concepts. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà pas mal, mais allons-y quand même. Donc, l'ADN, concept 16.1, l'ADN constitue le matériel génétique. Ça ne devrait pas trop vous choquer. Donc, dans le chapitre 16 du Campbell, on présente en fait comment l'ADN a été découvert. En fait, le rôle génétique de l'ADN a été découvert. C'est une histoire assez fascinante de, dans l'histoire de l'étude de la biologie dans les années 50, 1950. Les découvreurs du rôle génétique de l'ADN ont fait une percée scientifique immense. Mais bon, pour nous, ce qu'on va voir aussi dans le prochain thème, c'est comment exactement est-ce que le phénomène de transcription-traduction se déroule. Mais pour tout de suite, on s'intéresse juste à comment l'ADN est fait, en fait. Donc, l'ADN a la forme d'une double hélice. Tu connaissais déjà ce concept-là. Je te rappelle, on a le squelette pentose phosphate ou désoxyribose, là, puisqu'on est dans de l'ADN. Les pentoses sont des désoxyriboses. Si on était dans l'ARN, on aurait un squelette de ribose phosphate. Mais donc, ce qu'on appelle d'une façon comme d'une autre le squelette pentose phosphate, qui est l'espèce de ruban bleu, les deux rubans bleus, parce qu'on a deux brins qui sont reliés entre eux par des liaisons hydrogènes entre leurs bases azotées. Les bases azotées, donc, qui peuvent être dans l'ADN soit de type A, T, C, G. Les liens hydrogènes qui s'établissent vont s'établir entre ces deux paires-là, comme tu sais. Techniquement, là, en chimie, on appelle ces molécules-là des purines, puis ces molécules-là des pyrimidines. C'est un petit détail qui est pas que je te dis juste au cas où que tu retrouverais ça dans les lectures, mais voilà le grand concept ici, que tu connais déjà. Ce qui est nouveau, par exemple, c'est que les chaînes sont antiparallèles. Pour le reste, tu vois, les bases azotées se pointent vers l'intérieur, liaison hydrogène, un A avec un T, un G avec un C. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire la question de antiparallèle avec une figure dans le chapitre 16, la figure 16.5 du Campbell. Donc, ce qu'on a ici, en fait, c'est un simple brin d'ADN. On peut observer le squelette pentose phosphate qui est ici comme ça. Donc, on a nos phosphates qui permettent d'attacher ensemble, là, je fais un peu n'importe comment, mais en fait, nos désoxyriboses qui sont là, ici comme ça, qui sont attachés via les phosphates. Puis sur les désoxyriboses, on a une base azotée sur chaque désoxyribose. Donc, on peut voir qu'il s'agit d'ADN de différentes façons. Premièrement, là, on a un désoxy ici. C'est un détail moléculaire que tu n'as pas besoin de reconnaître dans la vie. L'autre indice qu'on a, peut-être que vous l'avez deviné, on a de la thymine ici comme base azotée. Donc, si on était dans la RN, on ne retrouverait pas de thymine, mais on retrouverait plutôt de l'uracile. On va aller voir ça dans notre prochain chapitre. Donc, ATCG, c'est ce qu'on a besoin de se rappeler pour l'ADN. La notion de brin antiparallèle va comme suit, en fait, sur le squelette pentose phosphate, qu'on a ici, ou désoxyribose phosphate, à une extrémité, on va avoir un groupement phosphate, puis à l'autre extrémité, ça se termine par un pentose.
Donc, la molécule est orientée. D'un côté, on a ce groupement-là, puis de l'autre côté, ben, on n'en a pas. Ben, du côté du haut, ce qu'on voit, c'est que notre phosphate il est attaché sur le carbone 5 du squelette pentose phosphate. Puis, ici, sur le carbone 3, où on devrait avoir notre prochain phosphate qui serait organisé ici, ben, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a l'extrémité 5' en haut, puis l'extrémité 3' en bas. Le prime, qu'est-ce que c'est? C'est l'apostrophe là, qu'on retrouve ici. En chimie, on appelle ça, la position prime. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que sur notre désoxyribose, je te rappelle que c'est un pentose qui a 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones et 5 carbones. Le carbone est délocalisé là, à l'intérieur du cycle. En fait, on a un oxygène ici qui vient fermer le cycle. Notre 5e carbone est à l'extérieur du cycle. Donc, tu vois, on les a numérotés. Le 1, le carbone 1', est toujours le carbone qui va porter la base azotée. Donc, je te rappelle que notre carbone là, qui est ici là, devra faire 4 liaisons covalentes avec des voisins. Donc, on va avoir une liaison covalente avec l'oxygène ici, une liaison covalente avec l'hydrogène, une liaison covalente avec la base azotée, puis une liaison covalente avec le carbone 2' qui est là. Puis lui aussi va faire ses 4 liaisons covalentes. Et lui aussi, chaque carbone doit respecter cette règle-là pour répondre à la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir ses couches électroniques complètement saturées. Donc, si on revient à ce carbone 5-là, 5', lui, il a 2 hydrogènes, donc ça compte 2 liaisons. Il est en liaison avec le carbone 4', et il est en liaison avec le groupement phosphate, ici comme ça. Donc, d'un côté de la molécule d'ADN, on a l'extrémité 5' pour dire que représenter le fait qu'il y a un phosphate lié au carbone 5' qui est attaché ici. Puis de l'autre côté, on a l'extrémité 3' pour représenter le fait que notre carbone qui est là, ben, il fait pas une liaison avec un autre groupement phosphate. En fait, concrètement, là, ce n'est pas le carbone en tant que tel qui ferait une liaison avec le groupement phosphate, ce serait via... ben, en fait, oui, c'est lui, mais ce serait via l'oxygène, le groupement OH ici, quitterait dans une réaction de déshydratation pour polymériser, avoir un nouveau groupement phosphate qui viendrait s'attacher ici avec notre carbone. Donc, c'est l'extrémité 3'. Si bien que quand je reviens dans cette image-là, dans nos notes de cours, ce qu'on pourrait rajouter comme information, c'est, disons qu'on s'intéresse à cette molécule d'ADN là, ici, comme ça, puis plus spécifiquement à ce brin-là, ben, on pourrait ajouter l'information puis dire qu'on a l'extrémité 5' ici. Puis là, si on continue, ce brin-là va se terminer ici comme ça. Ben, de l'autre côté, ça veut dire que nécessairement, on va avoir le brin, l'extrémité 3'. Mais quand on dit que nos deux brins sont antiparallèles, ce que ça veut dire, c'est que si on s'intéresse à l'autre brin, le brin qui est là ici comme ça, on aurait l'extrémité 3' et l'extrémité 5' de ce côté-là. Les brins sont antiparallèles. Si je le retrace, je linéarise là, nos deux brins d'ADN, plutôt que d'avoir une double hélice, ben on aurait 5', 3', puis 3', 5'. Ils sont parallèles, mais orientés à l'inverse. Donc, disons que la tête, c'est le 5', ben ce brin-là est orienté comme ça, puis celui-là est orienté de l'autre côté. Donc, lui, c'est comme s'il a la tête en haut, puis lui, il a comme la tête en bas. Mais à l'intérieur de ces brins-là, ce qu'on va avoir, c'est des bases azotées, toujours organisées de façon complémentaire selon la complémentarité des bases azotées, avec des petites liaisons hydrogènes ici comme ça,
qui viennent relier les deux brins d'ADN. Remarquez que les liaisons hydrogènes qui sont ici, là, c'est pas des liaisons covalentes. Donc, c'est des liaisons faibles, qu'on avait dit, qu'on peut briser en chauffant légèrement, par exemple, ou en changeant la concentration en sel ou le pH. Donc, ici, l'idée, c'est que un chimiste pourrait voir, en fait, deux molécules différentes. Mais un biologiste va considérer qu'il s'agit d'une molécule bicaténaire qui possède deux brins qui sont reliés ensemble par des liaisons hydrogènes faibles. Donc en biologie, on considère qu'on appelle la molécule d'ADN une molécule contenant deux brins. Mais en chimie, étant donné qu'il n'y a pas de liaison covalente entre ces deux molécules-là, mais pourtant, à l'intérieur de cette molécule-là, il y a des liaisons covalentes. Si on retourne voir notre figure ici, là, d'un seul brin, mais tout ça ici, là, c'est des liaisons covalentes qui attachent tout ça ensemble. Là. C'est tout, toutes les lignes ici comme ça, là, c'est toutes des liaisons covalentes. Puis tout ça, c'est toutes des liaisons covalentes. C'est très solide. On ne peut pas briser ça avec un peu de sel ou un petit chauffage ou un changement dans la concentration d'ions. Là. Tout ça, c'est attaché très, très, très serré. Mais toutefois, entre nos deux brins, nos liaisons hydrogènes là, qui retiennent nos nucléotides ensemble, ça c'est quand même relativement faible comme liaison. Puis en chimie, ben, on parlerait de deux molécules différentes qui sont attachées faiblement l'une avec l'autre. Finalement, un dernier concept avant qu'on passe au point 16.2 puis 16.3, c'est, on appelle ça la règle de Chagath, où est-ce que dans un génome, d'un individu donné, ben, si on s'intéresse à calculer le pourcentage de A qu'on retrouve dans son génome entier, ça va être pas mal égal au pourcentage de T. Puis le pourcentage de G va être pas mal égal au pourcentage de C. Pourquoi? Ben parce que devant un A, il y a toujours un T. Donc disons que si on réussissait à compter le nombre de A dans un génome, on fait la somme là, sur l'ensemble des molécules d'ADN présentes dans une cellule chez un individu, puis on obtient par exemple, tiens, je vais prendre une autre couleur, par exemple, pourcentage de A est égal à 25%, ben, pourcentage de T va être nécessairement égal à 25%. Le pourcentage de A plus T est égal à 50%. La question, c'est combien de pourcentage de G plus pourcentage de C on devrait avoir? 50%. Avec 25% plus 25% de C et de G. Donc ici, je t'ai donné un exemple où est-ce que la quantité de A, de T, de C, de G serait toutes 25%. Exactement partagé également. Mais c'est rarement ce qu'on va observer dans les génomes, en fait. Imaginons un autre exemple où est-ce que, pour une raison ou pour une autre, chez un organisme, on aurait 10% de A. La question, c'est combien de pourcents de C, d'après vous? Ce serait un bon moment pour faire une pause dans la vidéo puis essayer de le calculer par vous-même. Mais si tu veux la solution au petit casse-tête, ben, le pourcentage de A va être égal au pourcentage de T, parce qu'eux sont toujours en paire égale. Devant un A, il y a toujours un T. Donc la quantité de A prédit la quantité de T qu'on va retrouver. Donc si ça ici, ça nous donne 20% du génome contient des A et des T, mais combien de pourcents il va rester pour les C et les G? Si on a 20% de AT, on va avoir 80% de C et de G. Puis le 80, on le divise en deux pour nous donner 40% de C.
Il y a des questions dans le quiz 16 qui portent là-dessus, donc je vais te laisser aller pratiquer ces notions-là. Puis, on va continuer, hein, puis on va aller tout de suite, là, on va se fabriquer une boîte ici comme ça, là, puis on va le cocher, le 16.1. On va aller voir le 16.2. De nombreuses protéines travaillent de concert pour la réplication et la réparation de l'ADN. Ok, allons voir un peu ce concept-là ici. Là, ça, c'est un concept qu'on va élaguer énormément. Mais dans le fond, ici, je vais te représenter. On va aller tout de suite là, à ce modèle-là. Je suis à la figure 16.10. C'est le mécanisme de réplication de l'ADN. Donc, tu devrais savoir que la molécule d'ADN va devoir être répliquée pour qu'on puisse la cheminer dans 2 cellules filles au moment de la division cellulaire. C'est un phénomène qui va se passer durant la phase S de l'interphase. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'était comment est-ce que la molécule d'ADN est répliquée concrètement. Donc, on va le voir dans un petit exemple tout de suite après, là, mais l'idée, c'est que chacun des 2 brins parentaux, puis ici, je te fais remarquer qu'on pourrait avoir une extrémité 5', puis là, je vais suivre ici, comme ça, ok, fait que ça veut dire c'est ce brin-là, 3', ça veut dire que l'autre, c'est 5', 3' ici, comme ça. Ben, chacun des 2 brins parentaux va être utilisé, comme par exemple, si je prends ce brin-là, va être utilisé pour servir de gabarit pour fabriquer un nouveau brin d'ADN complémentaire. Mais ici, donc, le brin bleu pâle, qui est là, ici, comme ça, mais il est exactement identique à notre brin bleu foncé parental qu'on avait au départ, qui est utilisé, lui, pour fabriquer l'autre brin de l'autre côté. On ne veut pas trop rentrer dans le détail, mais dans le fond, ici, on a examiné différents modèles. La science a examiné différents modèles. Est-ce que les 2 brins parentaux d'origine sont récupérés dans une des 2 cellules filles, puis pour l'autre cellule fille, c'est complètement des nouveaux brins? Ou encore, est-ce qu'on a des modèles où est-ce que le brin parental est séparé en petits morceaux, puis le reste est complété avec des nouveaux brins? Ben, c'est ni un ni l'autre de ces modèles-là qui est utilisé dans la nature. C'est vraiment c'est le modèle du milieu ici qu'on appelle un modèle semi-conservateur. C'est-à-dire que pour les 2 molécules filles là, qu'on va avoir ici puis là, ben, il y a un des 2 brins qui est utilisé qui provient du brin parental. Puis là, donc, dans les prochaines minutes, là, je vais y aller très rapidement parce que quand je disais qu'on a allégé, on a élagué, ici l'idée, c'est que, je te rappelle dans le concept, là, c'est qu'il y a de nombreuses protéines qui travaillent de concert pour répliquer l'ADN. Donc, répliquer, c'est faire la copie. Ben, tu vois ici, on a par exemple une hélicase, puis tu n'as pas besoin de retenir ces noms-là, ok? Mais tu vois, c'est une protéine, une hélicase qui déroule l'ADN, par exemple. Puis après ça, ben, il y a une autre enzyme, une autre protéine qui s'appelle la primase, qui vient fabriquer une petite amorce ici de nucléotides. Il y a des protéines fixatrices qui permettent là, de stabiliser les brins parentaux. Il y a une ADN gyrase qui est comme qui sert à diminuer, détorsader. Là. Donc, le concept ici, c'est pas de retenir ces noms-là, c'est juste de te rappeler qu'on est dans un univers protéique dans la cellule, qu'il y a des engins protéiques qui ont des formes tridimensionnelles spécifiques pour réaliser toutes sortes de fonctions spécifiques. Puis la seule enzyme que je voudrais qu'on retienne le nom, c'est celle-ci en fait. C'est l'ADN polymérase. Puis on va aller le noter ici comme ça.
En fait, il est marqué là, ici, comme ça. Donc, l'ADN polymérase, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va polymériser de l'ADN. Donc, je vais revenir sur cette figure-là dans un petit instant, là, mais on le retrouve ici également à la figure 16.14. Là. On a une ADN polymérase qui va faire quoi? Ben, à partir d'un brin parental en bleu foncé ici, comme ça, l'ADN polymérase, c'est une enzyme qui est capable de polymériser un nouveau brin d'ADN lors de la réplication. Il y a un nouveau nucléotide qui vient à être installé ici, puis un autre qui va suivre, puis comme ça, pas à pas, nucléotide par nucléotide, l'ADN polymérase va être capable de synthétiser un nouveau brin. Donc, regarde la différence entre la gauche puis la droite. Dans le fond, ici, à gauche, on a le brin d'ADN en cours de formation. Puis à droite, ben, il y a un nouveau nucléotide là, qui a été rajouté vis-à-vis le nucléotide A qui était ici. Ben, on a polymérisé, donc on a attaché par un lien covalent dans une réaction de déshydratation le nouveau brin. Donc, on a polymérisé un brin, un polymère légèrement plus long ici. Puis la molécule qui est capable de faire ça, c'est de l'ADN polymérase. Un exemple d'un deuxième rôle que l'ADN polymérase va avoir, en plus de polymériser des nouveaux brins d'ADN au moment de la réplication de l'ADN, c'est la réparation de l'ADN. Un phénomène très important, comme on va le voir un peu plus tard. C'est-à-dire que, imaginons ici, là, il est arrivé là, une erreur. Il y a un problème ici, là. On a ici là, un problème. Imaginons par exemple que on a un A ici, puis que là, pour une raison ou une autre, là, il y a un mauvais nucléotide qui a été associé, puis même chose ici, devant T, on aurait un C. Là. Ça ne fonctionne pas. Il y aurait une mutation ou quelque chose serait arrivé. Peut-être c'est un rayon ultraviolet là, qui est venu causer cette problématique-là, cette erreur-là. Ben, il va y avoir toute une batterie d'enzymes, comme là ici encore un mot que je veux pas que tu retiennes, là, mais une première enzyme qui vient dégrader l'erreur. Après ça, notre ADN polymérase vient s'installer puis répare, synthétise un court fragment d'ADN en accord avec l'appariement complémentaire. Puis finalement, il y aurait une autre enzyme ici qui serait nécessaire pour venir faire le petit liant, là, mais encore là, je ne sais pas ce qu'on veut retenir ici. C'est vraiment... En fait, ce qu'on veut retenir, c'est qu'il y a des protéines qui travaillent pour maintenir l'ADN dans un état impeccable. Pourquoi? Parce que cette information-là est cruciale pour la fabrication de toutes les protéines de la cellule. Donc, revenons à notre concept 16.2. La réplication de l'ADN est semi-conservative. Ça veut dire que la molécule mère se déroule, chaque brin sert pour la synthèse de nouveaux brins, conformément aux règles d'appariement des bases azotées. Des ADN polymérases vérifient que l'ADN nouvellement synthétisé est conforme et remplace, donc font la réparation. Notre réparation qu'on avait ici. Dans le cas de la réparation des mésappariements, d'autres enzymes corrigent les erreurs qui restent. Sans trop on n'insistera pas nécessairement là, sur la notion de mésappariement, mais plutôt que l'idée qu'il y a plein d'enzymes qui vont chercher à corriger les erreurs. Donc, voilà. On va terminer cette vidéo avec le concept 16.3. Que vous connaissez déjà, un chromosome est constitué d'ADN et de protéines regroupées dans un complexe nucléoprotéique qu'on appelle communément de la chromatine. Donc, je te rappelle l'image clé ici. On avait commencé un peu plus tôt avec ça. On a notre ADN, double hélice. On rajoute des protéines en mauve qu'on appelle les histones, mais que tu n'as pas vraiment besoin de te rappeler de ce nom-là.
On fait des enroulements de plus en plus serrés, puis les enroulements serrés deviennent des enroulements encore plus serrés, puis ça nous donne des enroulements encore plus serrés jusqu'à obtenir des chromosomes fortement condensés. Et donc, chez les eucaryotes, la chromatine qui constitue un chromosome se compose d'ADN, d'histone et d'autres protéines. Finalement, semble-t-il va falloir se rappeler de ce mot-là. Dans un chromosome en métaphase, des enroulements et repliements de la chromatine aboutissent à la formation d'une chromatine hautement condensée. C'est pour ça qu'on peut bien voir les chromosomes au moment de la métaphase. Dans les cellules en interphase, donc durant le cycle cellulaire, mais durant le moment où la cellule vit sa vie, n'est pas en train de se diviser par mitose, la plus grande partie de la chromatine se trouve sous une forme moins compacte. On appelle ça l'euchromatine. Mais une partie reste hautement condensée, hétérochromatine. Donc, c'est pour vrai. Hétéro, c'est pour différent. Donc, différent du vrai. Mais la chromatine, dans la vraie vie, là, ça devrait ressembler... c'est-à-dire, je sais pas si on a ça... Non, c'est ça. On va revenir sur cette image-là dans un petit instant. En fait, regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'on a coloré les chromosomes de couleurs différentes dans les cellules grâce à des petites particules qui réagissent à la fluorescence. Par fluorescence plutôt. Donc, ici, ça c'est tout mélangé dans la réalité, c'est une soupe. Là, ici, c'est un être humain qui les a pris puis qui les a toutes réordonnées par ordre de grandeur. Donc, on voit notre paire la plus petite 22, notre paire la plus grande 21, 1, je veux dire. Puis ici, on a un karyotype d'une femme avec 2 chromosomes X. Il y en a un qui est plié un peu, là, mais c'est 2 chromosomes X. Puis ici, tu vois, ça c'est l'euchromatine durant l'interphase. Donc, les chromosomes ne sont pas condensés, mais les molécules d'ADN sont complètement détendues. Puis, on voit quand même que la molécule d'ADN a tendance à occuper un territoire. Donc, on ne mélange pas complètement là, les fils de chromatine, mais c'est quand même beaucoup moins compact ici, l'ADN, que ici, au moment de la division cellulaire. Donc, pourquoi ça? Durant l'interphase, l'euchromatine doit être accessible pour transcrire les gènes, mais l'hétérochromatine, qu'on va retrouver principalement durant la division cellulaire, la fonction ici, c'est pas de faire une grosse transcription de gènes pour fabriquer plein de protéines. C'est pas un moment où est-ce que la cellule est en fabrication intense de protéines. Elle a déjà fabriqué ses protéines pour procéder à sa division cellulaire. Puis durant le passage vers les cellules filles, là, on va retenir notre souffle pour que ça se passe bien. Puis rendu aux cellules filles, à ce moment-là, l'hétérochromatine va pouvoir j'ai le mot anglais, c'est se slacker ou devenir plus détendu ou se délier pour retrouver de l'euchromatine. Où là, l'ADN va être accessible aux différentes protéines qui vont être utilisées pour la transcription de l'information génétique afin de fabriquer des protéines éventuellement. Donc, ça compléterait notre thème 4 en ce mercredi 15 avril. Donc, voilà pour celui-là. Encore une fois, je ne veux pas te faire peur. Là. Il y a plein de ces thèmes, ces concepts-là qu'on va aborder de façon très superficielle puis qui ne seront pas nécessairement dans les notes de cours là, que je te donne. Mais c'est quand même ça, c'est le gros plan que je me suis fait là, parce qu'il y a des éléments importants à l'intérieur de ces différents concepts-là. Mais je te rappelle que l'écologie puis les virus, ce sont des thèmes qu'on verra pas dans le détail là,
de nos notes de cours puis de quiz, par exemple, mais plutôt dans l'épreuve synthèse là, qui va porter sur planète de virus. Donc, d'ailleurs, pour Planète de virus, j'espère que tu as eu le temps de faire les lectures qui sont disponibles jusqu'à maintenant. Ce serait bien que tu prennes pas ce retard-là à ce moment-ci. Mais pour tout de suite, ben, je te dirais bravo. On a complété un premier thème. On va foncer avec un deuxième ici, où on va s'intéresser à des questions de génétique avec le thème 5 sur l'hérédité. Voilà pour tout de suite. Bye bye!